Trouvé entre Annick Kevorkian, qui va être avec nous pour analyser cette crise migratoire qui touche l'Espagne, mais pas seulement, c'est tout l'espace Schengen, au fond, qui est concerné. Entre Annick Kevorkian, merci d'être avec nous sur Europe 1 et sur CNews. Nous parlons de ces filières des passeurs. Arnaud Klarsfeld le rappelait d'ailleurs, et c'est intéressant, ce sont souvent les mêmes routes, au fond, qui sont reprises aujourd'hui par ces filières de passeurs. Aujourd'hui, c'est un véritable phénomène, un véritable changement et des déplacements de population massives. On observe une mutation, au fond, du continent africain vers le continent européen. Oui, exactement. Et pour revenir sur le chiffre que vous avez donné sur les passeurs, le chiffre de 8 000 € ou 9 000 € par voyage, si Oui. je puis dire, donc sans protection, n'est même plus désincitatif. C'est-à-dire que l'objectif des passeurs, il est bien évidemment de gagner de l'argent, mais surtout les gens qui en bénéficient ne sont même pas inquiets de la situation. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à débourser des sommes qui pour eux devraient être considérables s'ils sont dans une telle situation. Donc déjà, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, sur la configuration elle-même et sur l'espace Schengen, on a vu, je parlais sur votre plateau de façon générale d'incurie de la part du gouvernement espagnol, mais aussi marocain. Et d'un point de vue espagnol, ils auraient très bien pu prendre en compte le règlement retour, qui a été définitivement validé le 17 juin de cette année par le Parlement de l'Union européenne et qui aurait permis à l'Espagne, il y a déjà quelques semaines, de faire un tri très rapide entre les gens qui auraient pu bénéficier éventuellement d'un logement temporaire sur place et ceux qui auraient pu être retournés au Maroc tout simplement. Le problème, c'est que l'Espagne n'en a eu cure et c'est la problématique. On met le doigt sur ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un point de vue marocain, c'est aussi étrange parce que la non-réaction du Maroc, pour moi, c'est faire passer les migrants de la première vague pour des cobayes migratoires. Et c'est quand même ça qui m'impressionne, le silence du Maroc d'un point de vue officiel. Je vois pas de communication spécifique du Maroc. Et personnellement, c'est ce qui m'inquiète un peu. Eh bien, nous allons nous interroger dans un instant entre Annick Kevorkian, puisqu'effectivement, il y a cette question qui se pose. Est-ce que c'est un instrument de pression délibéré du Maroc pour faire pression aussi sur l'Espagne et l'Union européenne concernant la question de la territorialité de Ceuta? Je vous poserai la question dans un instant, mais Annick Kevorkian, analyste international, est toujours avec nous et je vais vous poser cette question. On l'a bien compris, l'isolement de Pedro Sánchez, seul contre tous, seul face à la fronde des régions, seul face aux critiques de Bruxelles. Comment est-ce que vous expliquez, au fond, cette posture de Pedro Sánchez qui ne veut absolument écouter ni les uns ni les autres? D'un point de vue national déjà, vous avez commencé à le rappeler, on a des partis d'opposition, il y a le Partido Popular, le PP et Vox, qui sont en pleine croissance par rapport à la gestion inapte de la crise migratoire par Pedro Sánchez. J'ai juste vu un titre que vous avez émis tout à l'heure, c'était la possibilité ou non d'avoir un accord sur l'immigration, notamment avec le Maroc, d'ici la fin de l'année. Alors effectivement, la Commission européenne, sur son site, a recensé l'idée très récemment, hier, de conclure d'ici la fin de l'année un accord migratoire en fait avec le Maroc, à l'aune de ce qui avait été fait le 17 mars 2024. Vous savez, entre l'Égypte et l'UE qui avait débloqué 7,4 milliards d'euros quand même vis-à-vis de l'Égypte, à la fois pour son développement financier, mais aussi pour la gestion et la conservation de tout ce qui est migratoire. Maintenant, à voir si ça s'applique avec le Maroc. La problématique, c'est qu'il faut une bonne volonté de la part du gouvernement marocain. Et d'un point de vue électoral, il faudra que Pedro Sánchez s'en saisisse. Mais quand bien même, je vous dis ça, il y a un article à l'époque, donc déjà fin juillet, par le New York Times, qui relatait le fait qu'après la première vague, certains migrants leur avaient confirmé que les autorités marocaines les avaient incités à traverser la frontière illégalement. Donc là, on a une petite preuve de mauvaise foi de la part du Maroc, et Pedro Sánchez est actuellement acculé à la fois en interne et à la fois par rapport à la Commission européenne. Donc ce qu'il faudrait, c'est arrêter le cynisme du gouvernement espagnol, parce qu'il a mis 3 semaines quand même, je l'ai rappelé tout à l'heure en début d'émission, pour proposer, vous savez, les logements les centres de retour. Excusez-moi, pas les centres de retour, mais les centres sur la péninsule espagnole, vous savez. Voilà, donc c'est des centres temporaires qui sont l'inverse de ce qu'avait proposé le président de Ceuta, qui lui parlait de centres d'internement pour les étrangers. Et la différence, c'est la rétention. Ça signifie que si l'idée du président de Ceuta avait été
prises en compte, on aurait eu des centres de rétention. Ça veut dire qu'il y aurait eu beaucoup moins de possibilités pour les migrants de se déplacer suite à la mesure de rétention. Et maintenant, encore une fois, la mauvaise foi de Pedro Sanchez se traduit par l'inaptitude à comprendre ou à appliquer ce qui ressort du règlement retour européen qui a été validé par le Parlement, je vous l'ai dit, le 17 juin dernier. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, Pedro Sanchez aurait dû donner une instruction à ses différents ministères pour dire voilà, on trie la situation des migrants, c'est ce que réclame le règlement d'ailleurs. On voit s'ils ont des problématiques de retour ou pas, c'est-à-dire, un, est-ce qu'ils ont de la famille pour les mineurs, deux, est-ce que leur situation est urgente ou pas. S'il n'y a aucune de ces contraintes-là, bien évidemment, Pedro Sanchez aurait pu prendre la décision de les renvoyer directement et en amont, il y a déjà quelques semaines, au Maroc. Donc la question ne se serait pas posée. Donc pour moi, le délai de réflexion, sans parler de cynisme du gouvernement espagnol, est aberrant. Je voulais vous entendre également, Antranik Kevorkian, pour être complet sur ce dossier-là. Ouais. C'est sur le ministre de la Justice marocain qui invoque les droits historiques sur Ceuta et Melilla et il propose un mécanisme de dialogue. Pourquoi ce mécanisme de dialogue? Pour aboutir à l'intégration du Maroc. En d'autres termes, on comprend que le Maroc veut récupérer les terres de Ceuta et les terres de Melilla. Alors, la question, bien évidemment, elle est assez claire. Est-ce que ce n'est pas un instrument de pression diplomatique, finalement, cet envoi massif de migrants sur Ceuta pour ouvrir un dialogue entre l'Espagne et le Maroc sur cette question qui est une question de territoire, qui ne serait plus, finalement, une question de flux migratoire? Oui, alors déjà, ce que vous dites, ça fait probablement référence au fait que le Maroc avait officiellement publié sur Internet, qui a été après déréférencé, une carte qui incluait justement Ceuta et Melilla dans le périmètre de leur juridiction. Donc, ce qui est quand même étonnant. Et ce qui est le troisième indice, parmi les faisceaux d'indices que j'ai déjà mentionné, qui acte de la mauvaise foi du Maroc, malheureusement. Et quand je vous et quand je vous parlais tout à l'heure de la décision ou du projet de la Commission européenne d'aboutir avant la fin de l'année sur la décision d'intégrer le Maroc dans un nouvel accord par rapport à l'immigration, la problématique qui se pose, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire la question du Sahara occidental qui n'a jamais véritablement été résolue. C'est des problématiques qui doivent évidemment faire l'objet d'une concertation, comme vous l'avez dit, mais la pression et le potentiel de pression du Maroc est double maintenant. Et la vérité, c'est que si avant la fin de l'année, on n'a pas effectivement d'accord entre le Maroc et l'Union européenne sur la question de l'immigration, ça prouvera définitivement la mauvaise foi du Maroc et ça prouvera le fait qu'ils instrumentalisent la question du Sahara occidental depuis déjà plus de temps que prévu pour éviter justement des accords et pour avoir à l'avenir des moyens de pression comme on le voit actuellement sur les côtes espagnoles. Antranik Kevorkian, merci beaucoup pour votre analyse, le partage de votre analyse, de vos décryptages tout à fait clairs. On a balayé largement les problématiques liées à Ceuta. On va bien évidemment suivre tout cela de très près. Et puisqu'on voit que, eh bien, en attendant, les passeurs, eux, continuent de profiter de la misère humaine pour se faire de l'argent donc sur le dos de ces migrants qui, vous l'avez vu en début de chapitre,